Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Après n'avoir pu assurer la revue de presse de la semaine du 18 au 24 septembre, nous reprenons bien entendu le cours de la revue de presse pour parler de tout ce qui s'est passé, bien sûr dans les grands traits et les principaux faits marquants du 25 septembre au 1er octobre. Et nous commençons immédiatement avec l'événement de la semaine. Cet événement, c'est la visite d'Emmanuel Macron en Corse, qui se situe dans la continuité de son projet politique de pacte girondin qu'il avait annoncé dès sa première campagne présidentielle en 2017. Cette fois-ci, il a prononcé le mot d'autonomie, pour la première fois dans l'histoire, devant la présidente de l'Assemblée de Corse, dont le prénom est d'ailleurs Marie-Antoinette, une belle coïncidence. Ce n'est pas une surprise pour ce nostalgique de Louis XVI qu'est Emmanuel Macron. Il persiste ainsi dans sa volonté de détruire la République une et indivisible, construite par les Jacobins, Robespierre en tête, et par les sans-culottes en 1793. Cédant ainsi petit à petit aux revendications des forces nationalistes qui en profitent pour verser dans la surenchère, en déplorant que l'autonomie proposée par le Tartuffe de la République n'aille pas assez loin. Comprenez, vive l'indépendance. Le pôle de renaissance communiste en France a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises et depuis des années, et très souvent bien seul à gauche d'ailleurs, de dénoncer cette situation comme dans un billet rouge qui date déjà de 2015. Dénoncer cette situation mais aussi la combattre. La combattre parce que finalement, elle ne fait qu'accélérer la décomposition qui s'inscrit dans le cadre du projet d'Europe des régions promu par les tenants de l'ordre euro-atlantique, la Commission européenne en tête naturellement. Et le tout avec la complicité de l'extrême droite réactionnaire et nostalgique des régionalismes que vantait déjà en son temps Charles Maurras, celui qui applaudit la divine surprise Pétain en 1940. Mais aussi avec la complicité d'une gauche établie qui a fait sienne les idées de décentralisation et de fédéralisme, porté par ce qui était appelé la deuxième gauche dans les années 1970, c'est-à-dire la gauche, la fausse gauche en l'occurrence, de Laure Rocard. Un projet également soutenu par le MEDEF, tout heureux que disparaissent les grands textes nationaux garantissant les conventions collectives, la sécurité sociale, le code du travail, les retraites par répartition et tant d'autres choses. Tant d'autres choses remises en cause, bien sûr par les politiques des eurogouvernements successifs depuis plus de 4 décennies, et même maintenant 45 ans à force, mais aussi par le droit à la différenciation des territoires, qui avait été introduit en catimini dans la Constitution le 12 juillet 2018, tandis qu'au même moment était célébrée la victoire en demi-finale de la Coupe du Monde de football devant la Belgique. C'est aussi donc le résultat de 40 années de décentralisation qui débouchent sur la reconstitution en réalité de baronnies locales dignes de fiefs et de provinces médiévaux. Et dans le cas de la Corse, inutile de préciser que les cercles mafieux, puissants et qui pullulent, exploiteront à leur profit la délégation croissante de compétences dans les domaines économiques et politiques notamment. Dans le cas présent, Emmanuel Macron plaide pour donner plus de place à la langue corse dans l'enseignement comme dans l'espace public. Décision gravissime en ce qui concerne l'espace public. Car la langue est un élément central pour l'unité de la République et de la nation politique. Soit exactement ce que réclament les nationalistes corses pour aller vers l'indépendance, mais en insistant sur une corsité qui, comme l'indiquait la sociologue Marie Peretti Ndiaye, elle précisait la chose suivante: le nationalisme antimoderne favorise quant à lui le racisme différentialiste, un racisme plus directement lié à la nécessité politique de faire communauté. Le nationalisme corse s'inscrit dans une dynamique propre au mouvement qui lutte aujourd'hui pour un dépassement du cadre national traditionnel et de nouvelles conceptions de la territorialité. Historiquement, la montée en puissance de ces nouvelles conceptions s'inscrit dans un contexte marqué par l'infléchissement du discours égalitariste au sein de l'État. Raison de plus pour combattre les forces girondines, y compris dites de gauche, qui servent la soupe à des nationalismes en pleine expansion. Ces derniers, d'ailleurs, de la Bretagne à l'Alsace, de la Savoie au Roussillon, attendant juste le feu vert de l'État bourgeois pour réclamer à leur tour l'autonomie. Le chiffre de la semaine, à présent, 16 milliards d'euros. C'est le montant de la réduction des dépenses publiques, en réalité des investissements, on l'aura bien compris, prévu dans le budget national pour l'année 2024. Un budget qui a d'ailleurs été adopté mercredi 27 septembre
après l'utilisation de l'article 49.3. À cela, nous y sommes habitués depuis un moment présent. Une réduction qui, pour 10 milliards d'euros, proviendra de la suppression progressive du bouclier tarifaire pour l'électricité, ce qui promet de bien affecter une nouvelle fois les travailleurs, tandis que les réductions des aides aux entreprises ne s'élèveront qu'à hauteur de 4,5 milliards d'euros. C'est une véritable misère pour ces dernières, en particulier bien sûr les grands groupes du CAC 40, lorsque l'on sait que la baisse ce qu'on appelle coût du travail, est devenue la pierre angulaire des politiques économiques et sociales françaises, comme le rappelait un article du Monde en mars dernier. Avec des conséquences naturellement catastrophiques pour le financement de la sécurité sociale, dont on nous explique après qu'elle est déficitaire, et puis bien entendu, pour conséquence, le transfert de richesse du travail vers le capital, qui se taille une part toujours croissante dans le total de la valeur ajoutée nationale. Ce chiffre de 16 milliards doit par ailleurs être mis en lien avec un autre chiffre annoncé en catimini au début de l'été, à savoir 60 milliards d'euros, c'est-à-dire le montant de la réduction totale des dépenses budgétaires qui doit être réalisée d'ici 2027 afin d'espérer repasser sous la barre des 3% de déficit budgétaire fixés par les imbéciles et dogmatiques critères de Maastricht. Cela n'empêchera pas la gauche établie de s'érigner, comme à chaque scrutin européiste, ce sera le cas en juin 2024, de s'érigner la nécessité de construire une Europe sociale, une autre Europe, une Europe des gens et pas de l'argent. En attendant, l'argent, lui, il va bel et bien dans les poches du capital. Et dans le cadre de l'Union européenne, il ira d'autant plus dans les poches du capital que, comme le disait si bien la Madeleine en 1992, le traité de Maastricht agit comme une assurance vie contre le retour à l'expérience socialiste pure et dure de 1981-1983. L'expérience qui n'avait d'ailleurs pas grand-chose de socialiste, qui était timidement keynésienne et qui a été très vite stoppée par le blocage des prix et surtout des salaires opéré par le gouvernement Mauroy en juin 1982. En somme, le budget 2024 sera un budget classique pour un gouvernement euro-austéritaire et euro-autoritaire. À présent, l'image de la semaine, qui nous vient tout droit du Parlement canadien, où était invité le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On peut le voir celui-ci aux côtés du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui se font d'un amical salut en brandissant le poing vers Yaroslav Hunka, qualifié de héros ukrainien et de héros canadien. Alors, qui est ce héros, Yaroslav Hunka? Alors, nous apprenons d'abord qu'il est âgé de 98 ans, qu'il a été un Ukrainien canadien, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'est battu pour l'indépendance de l'Ukraine contre les Russes. On peut dès lors se dire raisonnablement que, au regard de son grand âge, Yaroslav Hunka ne se bat pas contre les Russes depuis le 24 février 2022, ni depuis février 2014. Et on peut logiquement conclure que, puisqu'il est né en 1925, il a forcément servi lorsqu'il avait la force de l'âge, et quand un affrontement militaire a opposé des Ukrainiens et des Russes, ce qui au XXe siècle nous renvoie forcément à la période 1941-1945, lorsque l'URSS, y compris avec les soviétiques d'Ukraine, et ils étaient nombreux, terrassa l'Allemagne nazie aidée par ses nombreux collaborateurs, les Waffen-SS inclus. Cela tombe bien, puisque Yaroslav Hunka est un ancien soldat de la Waffen-SS Galicie, et bien entendu un admirateur du nationaliste pro-nazi Bandera. C'est un hommage malencontreux, selon Le Monde, qui est toujours prompt à trouver toutes les justifications du monde, justement, pour défendre le régime pro-nazi de Kiev. Patrick Moreau, professeur de littérature à Montréal et auteur de l'ouvrage « Pourquoi nos enfants sortent-ils ignorants de l'école ?», qui avait été publié en 2008, conteste cette version qui en réalité est totalement farfelue, on s'en doute bien. Pour lui, cette affaire, si tant est que ce soit une affaire, est révélatrice de l'ignorance abyssale de l'histoire qui caractérise notre personnel politique. Cette remarque, elle sied parfaitement également au personnel politique de France, gauche établie comprise d'ailleurs, un personnel qui est biberonné par un double discours. D'une part, celui de l'ordre euro-atlantique, qui fait la part belle à l'assimilation de la révolution jacobine à la prétendue terreur, de l'assimilation du communisme au nazisme, sans oublier la part belle à la soi-disant construction européenne, à la mondialisation heureuse, ou encore au combat des démocraties contre les totalitarismes, nazis et communistes bien entendu, au point d'inventer des génocides comme celui qui aurait existé en Ukraine en 1933, ce qui est absolument faux, comme l'a rappelé le PRCF à plusieurs reprises. Et puis d'autre part,
une histoire, une vision du monde réactionnaire, portée par les forces fascisantes, qui n'arrêtent pas de parler du grand remplacement, de l'immigration, de criminaliser le communisme à tout va, et de ce point de vue-là, il faut bien reconnaître que l'Union européenne leur sert parfaitement la soupe. Au-delà de l'inculture crasse qui caractérise les dirigeants politiques et les chasseurs de complotistes à l'image de Rudi Reichstad, à propos duquel sera d'ailleurs préparée une réponse vidéo spéciale à la suite de son article contre le PRCF, paru dans le numéro 96 de Franc-Tireur le mercredi 27 septembre dernier, une fois de plus, la preuve est faite qu'entre Yaroslav Hunka, les bataillons Azov et Haïdar, les partis Svoboda et Pravi Sector, la multiplication des effigies et des noms de rue en hommage au pro-nazi Stepan Bandera, sans oublier bien sûr la décommunisation d'Ukraine, la preuve est faite. Le régime de Kiev est bel et bien structurellement pro-nazi, et que le soutenir comme le font les partis dits de gauche, à commencer par le PCF-PGE et l'état-major de la France insoumise, revient tout simplement à servir la soupe à la fascisation. La personnalité de la semaine, à présent, il s'agit de Sophie Binet, la secrétaire générale de la Confédération générale du travail, la CGT, la secrétaire nationale, qui a recadré Jean-Luc Mélenchon au sujet justement de la CGT. En effet, lors de la fête de l'Humanité 2023, le leader de la France insoumise, de moins en moins insoumise d'ailleurs, a notamment déclaré « Lorsqu'a commencé la bataille des retraites, nous disons que nous avons besoin d'une structure commune avec les partis politiques et les syndicats et que nous sommes d'accord pour que les syndicats la dirigent. Il n'y a jamais eu un seul jour, une seule réunion, une seule rencontre entre les syndicats et les organisations politiques qui se battaient dans l'Assemblée nationale. » C'est exactement ce qui s'était d'ailleurs passé en septembre 2017, quand Philippe Martinez avait refusé de répondre favorablement à la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'organiser une grande manifestation nationale sur les Champs-Élysées, une idée que le PRCF approuvait d'ailleurs, après l'élection d'Emmanuel Macron, même avec les syndicats en tête. Et Mélenchon de rappeler à raison que le bilan de Philippe Martinez a été rejeté à la majorité en ouverture du 53e congrès de la CGT qui s'est tenu à Clermont-Ferrand en mars dernier, une première d'ailleurs dans l'histoire de la CGT, comme l'avait signalé à raison le PRCF. En tout cas, de quoi déclencher la fureur de la successeuse de Philippe Martinez, dénonçant des propos inacceptables au sujet de son prédécesseur, et mettant en avant, comme toujours, la charte d'Amiens de 1906, une manière de réaffirmer l'indépendance syndicale, même si cette indépendance syndicale, dans le cas de la Confédération CGT, n'est pas totale, notamment vis-à-vis de la Confédération européenne des syndicats, et encore moins de la corrompue Confédération internationale des syndicats, qui permettent finalement de contribuer au financement de la CGT, tout en étant des partisans de l'ordre euro-atlantique. Et c'est aussi un moyen de justifier la persistance à rester dans une intersyndicale qui ne voulait pas justement de ce combat unitaire et qui, avec éventuellement d'autres, avec des partis, aux côtés de partis, et qui a échoué dans le combat contre la contre-réforme des retraites. Donc, nous nous retrouvons avec la même position que Philippe Martinez, dans les pas desquels, en réalité, s'inscrit Sophie Binet. Et d'ailleurs, entendre cette dernière parler de l'indépendance syndicale a quelque chose de savoureux, quand on sait qu'elle-même a été membre du parti dit socialiste jusqu'en 2018, et qu'elle a fait vibrer le 39e congrès du PCF-PGE à Marseille en avril dernier, aux côtés de Laurent Brun, désormais numéro 2 de la Confédération de CGT et membre affirmé du PCF-PGE. Avec Sophie Binet, dans le fond, la continuité dans le dialogue social et l'Europe sociale est assurée, aux antipodes des 21 conditions définies par le Comintern en mars 1919, qui affirmait que des cellules communistes doivent noyauter les syndicats afin qu'ils soient soumis au parti. En attendant, les travailleurs, eux, continueront de trinquer, puisque Sophie Binet a clairement affirmé au printemps dernier que le syndicalisme est par essence réformiste. Voilà qui en tout cas rassurera certainement davantage les bergettistes et les tenants, les partisans d'une intersyndicale à tout prix. La déclaration de la semaine, elle, est signée Gabriel Attal, encore lui, le ministre de l'Éducation nationale, aux 20h de TF1, qui a déclaré ceci le jeudi 28 septembre 2023. On versera en octobre, sur la paie du mois d'octobre, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730 000 agents du ministère. C'est plus d'un sur deux. 500 000 enseignants qui auront en moyenne 380 €. Les 230 000 autres concernent davantage d'ailleurs des AESH pour une prime de 500 €.
Ça va bouger aussi pour le pouvoir d'achat des enseignants. Ils sont 1 million, comme les autres Français, ils sont soumis à l'inflation. Est-ce que vous allez faire un geste pour eux ? D'abord, en cette rentrée, on traduit un engagement très fort du président de la République, c'est la revalorisation inédite de nos enseignants. Chaque enseignant, en cette rentrée, gagne entre 125 et 250 euros net de plus qu'à la rentrée précédente en septembre 2022. C'était un choix clair du président, c'est dû aux enseignants, c'est une mesure de justice. Mais vous avez raison, c'est dur. Et c'est dur notamment pour ceux qui ont les plus faibles salaires dans mon ministère. C'est la raison pour laquelle on versera en octobre, sur la paye du mois d'octobre, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à 730 000 agents du ministère, c'est plus d'1 sur 2, 500 000 enseignants qui auront en moyenne 380 euros et 230 000 autres personnels, je pense notamment aux AESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap, qui font un travail remarquable et je veux vraiment leur rendre hommage, qui auront en moyenne 500 euros de prime au mois d'octobre. Bien évidemment, tous les médias aux ordres se sont empressés, à l'image de France Info, ou plutôt France des Infos d'ailleurs, de répercuter la bonne nouvelle. À ceci près que cette bonne nouvelle n'est pas nouvelle et qu'elle constitue même une fantastique contre-vérité. En effet, comme le signale Libération, le ministre s'est bien gardé de préciser que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat avait effectivement été annoncée le 12 juin dernier par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, tout un programme soit dit en passant le titre, Stanislas Guerini. A noter que cette prime concerne tous les agents publics qui touchent un salaire inférieur à 3 250 euros bruts par mois et non pas uniquement les enseignants. Cela n'a pas empêché les prétendus journalistes des médias aux ordres de relayer le plus rapidement possible la voix de leur maître. C'est normal puisque cet épisode démontre une nouvelle fois 2 éléments essentiels. Tout d'abord que celles et ceux qui prétendent combattre la désinformation sont celles et ceux qui la pratiquent et la nourrissent le plus. Et en premier lieu la Macronie, avec qui on bat chaque jour de nouveaux records dans ce domaine. Mais également que la démocratisation des médias et la nécessité d'en finir avec les médias aux ordres est une mesure urgence de salut, pour ne pas dire de salubrité d'ailleurs, publique, face à une propagande euro-atlantique de plus en plus abrutissante et dévastatrice pour les travailleurs. Une petite nouveauté également dans la revue de presse, c'est l'infolutte de la semaine. Il est important d'être au courant de ce qui se passe réellement au niveau des luttes dans le pays. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, ça nous amène au dépôt de bilan du groupe Clestra Méthane, fabricant de cloisons de bureaux, qui a eu lieu mercredi 27 septembre en vue d'une liquidation judiciaire en Alsace. Et ce, malgré une grève de près de 3 mois portée par la CGT, qui bien entendu a été accusée d'être responsable de la faillite par le président Rémi Taïeb, estimant qu'il s'agit d'un facteur décisif de cette mise en faillite. Cette grève avait éclaté à la suite d'un licenciement pour prétendue faute grave d'un salarié, une excuse souvent sortie par les directions désireuses d'en finir avec le syndicalisme de combat. La conséquence, c'est que 125 emplois sont menacés de disparition. Une mauvaise nouvelle pour le Tartuffe de la République, qui n'arrête pas d'expliquer que le gouvernement mène le combat pour la réindustrialisation du pays, sachant qu'en réalité, 45 ans d'ordre euro-atlantique ont largement contribué à cette désindustrialisation. Mais surtout une catastrophe, encore une fois, pour les travailleurs, toujours plus menacés de licenciements et de chômage, comme on peut le voir aussi pour le groupe Valdune à Tris-Saint-Léger, dans le nord, près de Valenciennes, du fait de la destruction du produit en France qui s'opère à vitesse grand V, au sein de lieux du capital et de la mondialisation prétendument heureuse. Raison de plus pour soutenir les travailleurs, à qui le PRCF apporte tout son appui, ainsi qu'à tous les travailleurs victimes du capitalisme et de ses structures politico-militaires, l'Axuo autant en tête. Lu au quotidien, justement, eh bien, pour cette semaine, nous allons parler de 6 jeunes Portugais de 11 à 24 ans qui ont assigné 32 États, dont l'ensemble d'ailleurs des pays membres de l'Union européenne, pour inaction climatique. Et les États ont été assignés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Leur affaire pourrait devenir historique. Avec 4 de leurs amis portugais, ces frères et sœurs plaident enfin leur cause et celle du climat devant la justice européenne. Ils dénoncent la mise en péril par le réchauffement climatique de leur droit à la vie, inscrit dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ce sont les jeunes qui seront les plus agressés par le changement climatique, tout simplement parce qu'ils vivront plus longtemps. Mais cela ne veut pas dire que nos parents n'en souffriront pas eux aussi. J'éprouve beaucoup de frustration face à l'inaction des gouvernements qui disent que c'est une préoccupation secondaire au lieu d'être une priorité.
En 2017, les incendies qui ravagent des dizaines de milliers d'hectares et font plus de 100 morts au Portugal provoquent une prise de conscience chez les jeunes plaignants. Dans leur viseur, 6 ans plus tard, 32 États européens coupables selon eux d'inaction climatique. Au siège de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire est prise très au sérieux. Si les dossiers environnementaux y sont courants depuis 3 décennies, ce mardi, les juges se penchent spécifiquement sur le réchauffement climatique pour la toute première fois. L'arrêt que nous demandons à la Cour fonctionnerait comme un traité juridiquement contraignant pour les 32 États concernés. Il les obligerait à faire beaucoup plus pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Avant de se prononcer sur le fond, la Cour doit d'abord statuer sur la recevabilité de l'affaire. À ce jour, environ 3000 litiges climatiques impliquant des États ou des entreprises sont en cours dans le monde. Il est vrai que le nouvel été caniculaire et catastrophique qu'a subi l'Europe témoigne du vrai visage de l'UE du capital en matière environnementale. D'ailleurs, nous l'avions déjà signalé il y a quelques semaines dans une récente revue de presse en évoquant la nomination de Wopke Hoekstra, candidat au portefeuille de l'action climatique au sein de la Commission européenne. Wopke Hoekstra, à propos duquel 50 organisations comme Attac ou Greenpeace viennent d'écrire une lettre ouverte pour dénoncer la possible nomination de ce dernier au sein de la Commission von der Leyen. Un Wopke Hoekstra qui d'ailleurs fait parler de lui ces dernières heures pour avoir fait taire les critiques à l'encontre du Qatar avant et pendant la Coupe du Monde au nom d'intérêts commerciaux. Qu'importe les droits et les libertés politiques et syndicales et également des personnes LGBT par exemple, tant que le fournisseur de gaz à foison pour la France et l'UE est sympathique. Face à cette initiative de ces 6 jeunes Portugais, Ricardo Matos, représentant du gouvernement portugais, rappelle quand même que dans cette affaire, les jeunes, n'ont pas prouvé de préjudice. Leurs arguments portent sur les impacts du changement climatique, mais ne prouvent pas qu'ils sont des victimes personnelles. De simples conjectures ne suffisent pas. Eh bien, nous sommes d'accord avec cette analyse et nous rappellerons que le problème n'est pas conjoncturel, mais bel et bien structurel. C'est celui d'un système capitaliste qui, par essence et pour poursuivre son développement irrationnel, détruit les 2 sources de richesse que sont la terre et les travailleurs, comme le disaient déjà en leur temps Karl Marx et Friedrich Engels. Inutile de préciser que cette initiative sympathique a très peu de chances d'aboutir et démontre l'urgence de mener les combats écologiques dans la perspective structurelle de rupture avec le capitalisme et de construction du communisme, la seule solution en mesure d'empêcher la marche somnambule vers l'exterminisme. Enfin, l'actu idéologique et culturel nous amène à parler aujourd'hui de la sortie du premier numéro de Livre Noir, une nouvelle revue, alors franchement réactionnaire pour ne pas dire plus, et dont le premier numéro est déjà tout un programme puisqu'on peut voir en couverture Éric Zemmour, Jordan Bardella et David Lisnard, avec comme thème majeur pour ce premier numéro, immigration, réagir ou périr. Président du comité stratégique de Livre Noir, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, annonce la couleur dans l'édito de ce premier numéro. Présentant l'immigration comme un thème structurant des débats politiques, il précise que Livre Noir fait des propositions et a donné la parole à des hommes politiques, majoritairement à droite de l'échiquier, si ce n'est exclusivement d'ailleurs, qui donnent leur point de vue, celui de leur formation politique, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Olivier Marleix notamment. Il donne également la parole à un spécialiste incontesté de la politique migratoire, Patrick Stefanini. Rappelons qu'il s'agit de l'ancien directeur de campagne du délinquant François Fillon lors de l'élection présidentielle de 2017 et l'organisateur du ralliement du mouvement Sens commun à cette candidature. Le choix du nom de la revue, lui, n'étonnera pas. En bon pourfendeur du jacobino-bolchevisme combattu par le très contre-révolutionnaire François Furet, rappelons que c'est l'icône des programmes d'histoire de l'éducation nationale qui continue d'abrutir les élèves avec la soi-disant terreur robespierriste et le faux concept de totalitarisme, eh bien il fallait bien poursuivre le combat entamé notamment par le Livre Noir du communisme sorti en 1997 et dirigé par l'ancien maoïste Stéphane Courtois pour qui Lénine serait l'inventeur du totalitarisme, mais aussi le combat du Livre Noir de la Révolution française de 2008, à propos duquel l'historien Jean-Clément Martin déclara que ce livre constituait une critique catholique de la Révolution, proche de l'intégrisme même.
Il est vrai que ce livre donne la parole à Reynald Séché, égérie de la droite vendéenne, affirmant mordicus l'existence d'un génocide en Vendée en 1793, et que ce livre propose un article au titre faussement interrogatif et intitulé « Saint-Just fasciste », un article œuvre de Frédéric Rouvillois, royaliste maurassien, selon lequel la pensée de Saint-Just, forgée au feu de la Révolution, peut être considérée comme annonçant le fascisme et le léninisme. On appréciera bien entendu la savante confusion entretenue. Ainsi se poursuit l'offensive idéologique de l'extrême droite, à coups de rachats de journaux. Souvenons-vous de l'arrivée de Geoffroy Lejeune, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles à la tête du Journal du Dimanche, qui très rapidement a pris le pli de la lutte contre le prétendu islamo-gauchisme. Et à coups de sorties démultipliées de revues, journaux toujours plus réactionnaires les uns que les autres. D'ailleurs, il suffit de lire la Revue européenne d'histoire, dans lesquelles s'étendent des réactionnaires comme Philippe Conrad, ancien rédacteur en chef de la Nouvelle Revue d'Histoire, qui était dirigée par Dominique Vénère, un des fondateurs du GRES, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, et un des chantres du prétendu grand remplacement qui s'est suicidé en 2013 sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Philippe Conrad, qui est également président de l'association Iliade, dont l'un des colloques phares au printemps 2018 s'intitulait « Fier d'être européen ». Eh bien, dans le dernier numéro de la Revue d'Histoire européenne, eh bien, est abordé le sujet de la gauche collabo, dans la continuité de l'offensive menée depuis des années par des réhabilitateurs en tout genre de l'extrême droite, qui, selon ses défenseurs, auraient résisté pendant la guerre, quand bien même, naturellement, l'immense majorité de ses partisans a massivement collaboré avec l'Allemagne nazie, et pas à moitié. Raison de plus, en tout cas, pour mener la bataille pour une nouvelle hégémonie culturelle progressiste. Comme l'y invite le PRCF, ce qui a été démontré à l'occasion de la Fête de l'Humanité en 2023, et comme le fait quotidiennement le PRCF depuis sa fondation, en particulier via les cafés marxistes et via la revue Étincelle, dont le numéro de janvier 2024 sera justement consacré au léninisme, à l'occasion du centenaire de la mort de celui qui ne fut pas l'inventeur d'un prétendu totalitarisme, mais bien d'un régime socialiste en construction pour en finir avec la tyrannie capitaliste. Voilà, c'est tout pour cette semaine qui a été très riche, comme vous pouvez le constater. Donc n'hésitez pas, une fois de plus, à relayer cette revue de presse sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Et plus que jamais à poursuivre le combat, comme le fait le PRCF, car la patrie ou la mort, nous vaincrons, mais surtout nous voyons bien que l'ère de la fascisation est plus que jamais présent. Le combat continue, camarades.